enchaîner tout de suite sur cette magnifique session expertise patient, une nouvelle place dans les soins. Je suis Rodolphe Bailly, kinésithérapeute, docteur en sciences, vice-président de la sphère, et j'ai la joie et l'honneur de modérer cette session avec Guillaume. Merci Rodolphe. Moi je suis Guillaume Mulemou, patient depuis 40 ans, patient enseignant depuis 5 ans, et très heureux d'être parmi vous ce midi. J'ai l'honneur de vous présenter Marilyn Perroche. Marilyn, je te propose de t'asseoir. Pas de moi, mais pas tout près. Marilyn est personne en situation de handicap devenue soignante et aujourd'hui responsable du partenariat patient à l'hôpital, au centre des Massues à Lyon, et je la laisserai se présenter plus avant. Puis le docteur Yannick Ruel, chargé de cours et je sais plus quoi parce que les titres universitaires sont toujours trop longs comme mes deux bras, mais surtout médecin généraliste à l'université de Bobigny, Sorbonne Paris Nord. Et là où c'est génial, c'est que Sorbonne Paris Nord a mis en place, bien avant tout le monde, un partenariat patient dans l'enseignement des jeunes médecins, de vos confrères jeunes médecins généralistes. Et là où ça a un intérêt pour nous tous, c'est le lien de transmission que peut faire le patient partenaire et en lien avec le modèle de Montréal et le chocolat qui est un acteur principal du modèle de Montréal. Merci. Juste préparez vos questions, on aura les questions juste à l'issue de cette présentation. C'est possible de lancer le diaporama, c'est super. Bonjour à toutes et à tous, on peut peut-être commencer à se présenter, même si Guillaume l'a fait de manière chocolatée. Marilyn parle, donc je vais parler. Effectivement, je suis Yannick Ruel, je suis médecin généraliste, je travaille dans un centre municipal de santé à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et je suis également maître de conférence en médecine générale à l'université Sorbonne Paris Nord et dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire éducation et promotion de la santé au sein de la même université. Bonjour à tous, alors moi je suis ravie d'être là avec vous, puis ravie d'être aux côtés de Yannick aujourd'hui. Donc c'est jamais très simple de se présenter, je trouve. En tout cas, voilà, je m'appelle Marilyn, je suis née avec une paralysie cérébrale. Et finalement, de cette histoire, j'ai construit mon identité de soignante. Je suis devenue infirmière et aujourd'hui, je suis une patiente engagée et responsable du partenariat patient au centre des Massues, avec un petit temps aussi sur le CHU de Saint-Étienne. Donc, je salue les équipes ici présentes qui m'accompagnent au quotidien. Voilà, je ne sais pas si je vais rajouter des choses sur sa présentation. On va donc essayer de vous parler de partenariat patient. On va pas essayer, on va vous parler de partenariat patient spécifiquement en soins primaires. Et donc on va présenter ce diaporama en partenariat entre une patiente et un médecin. Alors du coup, quand on parle de partenariat, du partenariat patient, j'aime bien le représenter comme un chemin. C'est pour ça que vous voyez la petite route là. Je crois que c'est un chemin en plusieurs étapes, qui n'est pas toujours linéaire ni dans le même sens. D'abord, en tant que patient, c'est d'apprendre à se connaître un peu plus pour avoir une meilleure connaissance de ce qu'on vit au quotidien, de son handicap, de sa maladie, pour pouvoir acquérir une expertise qui est utile à soi
dans la vie de tous les jours. Et puis une fois que cette compréhension est acquise, de pouvoir partager ce qu'on a compris à travers notre vécu, et peut-être en trois d'arriver à former un partenariat, une collaboration avec les équipes qui nous accompagnent. Donc ça c'est dans la théorie, et finalement on se rend compte, en tout cas moi je me rends compte au travers de ce chemin, puisque c'est comme ça que je le vis, que c'est pas toujours très linéaire et que parfois il y a des allers-retours, que parfois on est en collaboration, et puis parfois c'est plus compliqué de l'être et qu'on a besoin d'à nouveau comprendre et mieux appréhender son parcours. Donc voilà, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps et qui se réajuste en permanence. L'idée, c'est d'avoir une transmission des savoirs et de la compréhension, de faire ensemble et de partager les multiples expertises, donc avec les patients, on l'a vu avec les familles qui sont présentes aussi ici, avec les médecins spécialistes, les kinés, mais aussi avec les médecins généralistes. Et donc dans mon parcours de patiente, le médecin généraliste a eu une place importante parce qu'il était celui à qui je partageais ma paralysie cérébrale, mais aussi plein d'autres aspects de ma santé. Et donc il a été un acteur, et il est toujours un acteur important de mon parcours. Et donc voilà, on est heureux de présenter ce binôme et de replacer au centre ce médecin généraliste qui parfois fait le lien avec toutes ces spécialités qui nous entourent, nous patients. Alors quand on a essayé de réfléchir à la commande et d'imaginer le partenariat patient dans des équipes de soins primaires, on s'est dit qu'il y a deux dimensions. Il y a une première dimension qui est la dimension du colloque singulier. En tant que médecin généraliste, je suis face à mon patient et tout l'enjeu du partenariat patient dans ce colloque singulier, c'est d'essayer de faire que la personne devienne actrice de sa santé. On développera un petit peu après les notions de décision partagée ou d'adhésion thérapeutique. On va essayer que cette présentation soit très émaillée de nos expériences pour vous donner une vision très concrète de tout ça. La question des savoirs expérientiels et du partage de connaissances, Marilyn en a déjà parlé. Et puis, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'on a un certain nombre de limites. On a parfois des patients qui ne veulent pas participer, ou qui veulent moins participer, ou qui veulent participer autrement, et auxquels on ne donne pas forcément la place de participer comme ils le voudraient. Ça peut être lié à des questions de culture, ça peut être lié à des questions de littératie en santé qui sont extrêmement importantes dans la jeunesse du partenariat patient. La deuxième logique, c'est la logique collective. Et là, il y a un certain nombre de choses qu'on va essayer d'illustrer aussi. Tout le champ des groupes d'entraide, de la pérédance, l'éducation thérapeutique, qui est un mode de participation et de partenariat patient, mais qui n'est pas le seul. Et puis, les éléments de sensibilisation. Et là, on parlera un petit peu de l'enseignement par les patients. Du coup, j'avais envie de vous raconter un petit peu le partenariat à travers une histoire qui est la mienne. Alors moi, c'est arrivé jusqu'à moi, je ne l'avais pas choisi. Je suis née avec ce handicap, et puis j'ai une maman aussi qui est concernée, qui a un diabète, et donc finalement, sans trop savoir que ça s'appelait comme ça, on a partagé entre nous cette expertise du vécu. Et depuis toujours, c'est aussi ce qui a renforcé ma conviction dans le fait que je pense que c'est indispensable dans le parcours. Et donc, ce partenariat s'est d'abord créé là, sans que j'en ai vraiment conscience. Ensuite, ça a été un partenariat qui s'est créé autour de ma prise en charge, donc avec les différents acteurs, les différents professionnels. Pour ma part, j'avais un suivi plutôt libéral, et donc effectivement, ce partenariat s'est aussi créé avec les kinés libéraux, avec les médecins généralistes et avec les médecins spécialistes, tous ensemble. Et c'est là que j'ai compris en fait que le patient, qui était un acteur de sa prise en charge, pouvait être une des personnes qui fait le lien entre tous ces acteurs, parce que quand on le vit, on sait que c'est très difficile parfois de faire du lien entre toutes ces personnes qui gravitent autour de nous. Et je pense qu'on peut être très bien placé
pour permettre et pour faciliter cette connexion entre tous les acteurs. Et puis, je crois qu'on parle aussi beaucoup du partenariat donc, avec nous-mêmes, et je pense que c'est très important de le resituer parce que pour être acteur de sa santé, pour être en partenariat, il faut quand même avoir à travailler son histoire, ce qu'on vit, ce qu'on a compris, ce qu'on ressent. Et donc, pour ma part, ça a aussi beaucoup compté dans mon parcours parce que je crois que je n'ai pas toujours été cette patiente engagée avec une lecture très claire de ce que je vivais parce que pour être franchement transparente, je n'avais pas trop envie de tout ça et que j'ai très souvent été dans la lutte de ce handicap plutôt que dans son acceptation. Donc je pense que encore une fois, c'est un chemin pour en arriver là. Et puis, pour finir, dans cette histoire personnelle, depuis quelque temps, je suis aussi maman aidante d'un petit garçon qui est devenu diabétique. Et donc, à travers cette histoire un peu atypique, je partage au quotidien l'importance du partage générationnel, donc entre la mamie, le petit-fils et puis la maman au milieu. Et donc, encore une fois, ça renforce ma conviction sur l'importance de ce partage d'expérience. Et finalement, ça vient travailler ma vision professionnelle de l'idéal du soin. Donc, on peut passer à la... Voilà. Donc, professionnellement, toute cette histoire, finalement, un peu baignée dedans comme Obélix, ça m'a guidée vers le métier du soin, où, parce qu'on a été aussi très utile pour moi, j'avais envie de rendre cette possibilité et à mon tour de pouvoir être utile pour les autres. Je dis souvent ça. Je dis que c'est pas parce qu'on est vulnérable ou avec un handicap, une limite, qu'on n'a pas aussi, nous, envie d'être utile et de trouver un sens à ce parcours. Et donc c'est en devenant infirmière, d'abord aide-soignante, infirmière, que j'ai trouvé ce premier chemin qui m'a permis de construire une identité et puis de transmettre ce qui m'avait été transmis, à la fois le positif, parce que je sais à quel point un sourire est important, à quel point un accompagnement est important, et en même temps d'essayer de vouloir travailler tout ce qui avait été complexe dans mon parcours, dans celui de mes proches. Et puis, avec le temps, j'ai pu exercer ce métier d'infirmière à l'hôpital. Donc, pour essayer de trouver un compromis entre les soins et mon travail, j'ai ouvert mon cabinet libéral en collaboration avec les médecins généralistes et donc en collaboration avec le médecin généraliste qui me connaît depuis toute petite. Il m'avait vu grandir, il savait que j'étais infirmière, il savait que j'avais des compétences en hypnose par exemple, et donc l'idée nous est venue de nous installer dans une maison de santé professionnelle. Et puis, depuis quelque temps, depuis pratiquement 2 ans, j'ai rejoint à temps plein le Centre des Massues et le CHU de Saint-Étienne pour partager cette expertise à la fois personnelle et professionnelle dans l'espoir de pouvoir travailler le partenariat patient à l'échelle institutionnelle, c'est-à-dire de dépasser cette histoire personnelle qui me rattache à la médecine physique et réadaptation pour répondre à un besoin collectif de l'ensemble des patients et des aidants de l'établissement. Si j'ai eu envie de partager ces expériences, il y a aussi une importance à transmettre. Ce qu'on comprend, ce n'est pas des vérités qu'on partage, mais c'est une expérience du vécu. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir partager ces expériences dans l'enseignement à différents niveaux, et notamment dans le DU paralysie cérébrale, dans les métiers de la rééducation et autres. Et tout au long de cette histoire et de ce parcours, j'ai eu la chance de travailler avec des enfants. À quel point c'est riche et à quel point on apprend tous les jours des enfants. Donc là, ici, on voit des enfants du Centre des Massues qui sont des patients partenaires et qui ont sensibilisé plein d'autres enfants à la vie à l'hôpital. Et c'était intéressant de voir à quel point les autres enfants découvraient qu'à l'hôpital, on rigole, à l'hôpital, on fait du sport, à l'hôpital, il peut y avoir une école, etc. Comment on travaille aussi et on sensibilise la société au vécu et aux représentations du handicap. Et puis dans la deuxième image, on a invité une maman à participer à notre groupe éthique
pour qu'elle partage son expérience et que du coup il y a un écho avec l'expérience des professionnels. Ce que je pourrais dire dans cette expérience un peu multiple, c'est qu'on a souvent la représentation que le partenariat patient, la paire-aidance, c'est un échange de pair à pair où il y a un père plus expérimenté qui va renforcer les compétences d'autodétermination d'un père en cours d'acquisition. Et en fait, je me rends compte à quel point, personnellement, c'est parfois et souvent l'inverse. C'est souvent les enfants qui nous apprennent beaucoup, à nous adultes en tout cas. Moi, j'apprends beaucoup au quotidien avec mon fils, par exemple, qui me permet de prendre et d'avoir une prise de recul sur ce parcours, d'apporter une fraîcheur aussi. Et donc, j'aime bien renverser un peu ce sentiment que c'est toujours les plus expérimentés qui apportent aux plus jeunes. Je crois vraiment que, en tout cas, ce que j'expérimente au quotidien me prouve que c'est souvent l'inverse. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, en tant qu'acteur de soins primaires, le législateur n'a pas facilité la tâche, puisque si la représentation des usagers a été pensée et légiférée au sein des établissements de santé, c'est absolument pas le cas dans les structures de soins primaires. Et donc, la place des usagers dans les structures de soins primaires relève du militantisme à la fois de ces usagers et puis des professionnels de santé qui veulent les intégrer dans la gouvernance de leur structure. Il y a, par exemple, au sein de la communauté professionnelle territoriale de santé de Pantin, nous avons décidé que le coordonnateur de la CPTS, donc une CPTS, c'est une structure qui regroupe l'ensemble des structures de santé sur un territoire donné, et nous avons décidé que les coordonnateurs de cette CPTS seraient des patients, des usagers, et pas des professionnels de santé. Ce qui nous a conduit à mettre en place des actions de santé qui sont totalement différentes, ou en tout cas dont le contenu est différent de celle qu'on aurait pu mettre si on était resté entre nous. Par exemple, on a profité d'un programme d'activité physique adaptée où on s'est aperçu que finalement les gens qui y participaient, les patients qui y participaient venaient rechercher de l'activité physique, mais avaient envie de poursuivre le dialogue et avaient envie de poursuivre l'échange d'expériences sur leur parcours de santé qui sont tous différents, et de travailler aussi sur le parcours de santé au sein du territoire pour être force de proposition auprès des professionnels de santé. On essaye aussi de développer la navigation en santé, c'est-à-dire comment on utilise l'expertise patient dans des actions d'aller vers, notamment dans le dépistage, dans la prévention. Donc cette navigation en santé qui est très développée dans les pays anglo-saxons. En France, c'est embryonnaire, et c'est des choses qu'on peut développer parce que nos coordinateurs sont des usagers. Alors au niveau individuel, la décision partagée en santé, je pense que ça parle à tout le monde, peut-être pas dans l'expérience, mais en tout cas dans la définition. C'est intéressant de regarder l'histoire de cette décision partagée en santé, puisque dans les années 60, il y a un monsieur qui s'appelle Sackett qui a écrit des articles pour essayer de théoriser la décision en santé. Et la décision qu'il appelait d'ailleurs décision médicale, et qui était pour lui à la confluence entre l'expertise d'un médecin, les préférences d'un patient et la science. Et tout de suite, en fait, les réactions étaient très vives dans le corps médical, avec une dépossession du pouvoir. Le médecin seul ne décidait plus. Et en fait, cette évidence-based médecine, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle a été dévoyée, elle a été transformée en une décision fondée sur les preuves, et les preuves sont apportées uniquement par le médecin. Pendant longtemps, ça a été ça. Actuellement, on est dans la décision partagée en santé, c'est-à-dire la possibilité d'imaginer que des décisions puissent être partagées entre un patient et un soignant. Et puis, moi je pense qu'il faut qu'on aille vers un processus partagé de décision et qu'on arrive à modéliser, à reconnaître que la décision n'est au final que celle du patient. On parlait tout à l'heure de savoir expérientiel, et je voulais juste partager l'histoire de M. Alors M, c'est un jeune homme qui vient me voir il y a quelques années pour la première fois. Et puis, donc, il s'installe dans mon cabinet, il est en fauteuil roulant. Et il me dit, écoutez, je viens d'emménager dans le territoire, je viens d'emménager dans le quartier.
Je suis allé voir tous les spécialistes de ma maladie, sans me dire quelle était sa maladie. Je suis allé voir tous les spécialistes de ma maladie. Ils m'ont tous dit de voir un médecin généraliste et ils m'ont tous dit que de toute façon, ils ne connaissaient pas ma maladie. Puis ensuite, je suis allé voir tous les médecins généralistes et ils m'ont tous dit non, on ne peut pas être votre médecin traitant parce qu'on ne connaît pas votre maladie. Alors je dis qu'est-ce que votre maladie? Quelle est cette maladie que personne ne connaît? Et donc il me dit je souffre d'une ataxie de Friedreich. Alors je dis écoutez, il n'y a aucun problème, je peux être votre médecin traitant. Et il me dit mais vous connaissez ma maladie? Je dis écoutez, très peu, j'en ai entendu un petit peu parler, mais par contre vous allez me la raconter. Et en fait, cette idée de savoir expérientiel et de ce qu'on a pu construire ensuite, c'est le début d'une relation qui commence par le patient qui est expert de sa propre maladie. Alors je parle un tout petit peu de l'enseignement puisque j'ai la chance de travailler notamment avec Guillaume dans ce programme de patients enseignants. Donc depuis 2016, en fait, on a décidé qu'on allait développer le partenariat patient au sein de notre université, au sein du département universitaire de médecine générale. Et on a intégré des patients à l'ensemble des enseignements des internes de médecine générale, donc c'est des internes qui sont en fin d'études. Au départ, on leur a demandé simplement de venir participer au groupe d'échange de pratiques et d'analyse de pratiques qu'on fait entre les internes et de réagir aux propositions de soins qui sont faites par les internes. Et on a regardé ce qui se passait. Et on s'est aperçu que non seulement on renforçait le développement des compétences qu'on visait en fait par ce programme, mais on arrivait à développer de nouvelles compétences. Et donc dans un deuxième temps, on s'est dit il faut évaluer ce programme. Il faut évaluer surtout les compétences des futurs médecins généralistes et il faut que les patients participent à l'évaluation des futurs médecins généralistes dans notre université. Et donc actuellement, en fait, les patients, enseignants, participent au jury tout au long du cursus des futurs médecins généralistes au sein de l'université. Le deuxième programme qu'on a mis en place, c'est un programme de mentorat qui est un programme pluriprofessionnel autour des expériences des patients mentors. Et on s'est aperçu qu'en intégrant un patient dans des petits groupes interprofessionnels d'étudiants qui viennent de 9 filières de santé différentes, on arrivait à développer des compétences notamment autour de l'interprofessionnalité, alors qu'on n'avait jamais réussi à le faire dans les précédentes expériences d'enseignement interprofessionnel qu'on avait voulu mener. Alors tout ça n'est pas rose puisque je participe aussi à la formation des médiateurs santé-pair en santé mentale et que la semaine dernière, pendant l'enseignement, ces futurs médiateurs santé-pair m'expliquaient la difficulté à être intégrés dans des équipes qui sont pourtant des équipes volontaires, des équipes avec des financements, et malgré ça, c'est difficile. Alors effectivement, ça nous amène à parler de ses limites, parce que effectivement, et je pense que tout au long de ce congrès, on aura entendu toutes les possibilités qu'il existe et des exemples très concrets du fait que petit à petit ça commence à être de plus en plus fréquent et en même temps il reste des limites, notamment parce que c'est pas forcément... Parce qu'effectivement, oui, c'est pas prévu par le législateur, je le disais tout à l'heure, et que pour l'instant ça reste de l'ordre du militantisme, en tout cas pour ce qui concerne les soins primaires. Mais avec l'exemple des médiateurs santé-pair qui, eux, travaillent en établissement de santé, je m'aperçois que c'est aussi du militantisme en établissement de santé. Exactement. Pour ma part, je trouve aussi qu'une des limites, c'est que cet accompagnement par les patients n'est pas reconnu comme un soin et donc est difficilement valorisable. Et on a parlé ce matin, notamment avec Gaëlle, je t'écoutais attentivement, mais de l'importance de travailler sur le statut de ces patients, sur la reconnaissance de ce qu'ils peuvent apporter, et peut-être de dépasser le moralement bon de la présence des patients partenaires pour aller chercher ce que ça apporte au niveau de la performance, de la notion d'amélioration de la qualité, etc. Donc on a tous ces indicateurs à travailler.
pour pouvoir permettre que ça se pérennise, peut-être avec plus de simplicité. Voilà, il y a aussi l'importance pour moi de vraiment accompagner. On le disait, hein, c'est jamais simple d'intégrer une équipe, de faire partie d'une équipe. Et que donc pour moi, il y a la formation de ces personnes qui est importante, mais aussi il y a l'accompagnement, l'analyse des pratiques. Et puis parce que, encore une fois, c'est pas juste d'être là et d'être engagé, c'est aussi tous les jours de travailler avec son vécu. Et c'est pas toujours facile de travailler avec ses émotions. Et encore une fois, on est dans ce chemin où parfois c'est plus facile. Et puis, Guillaume parlait en début de congrès de ces cartes de poker qui sont distribuées. Par moments, la vie est plus difficile et là, il faut pouvoir discuter, connaître ses limites et savoir ce qu'on peut faire ou moins faire dans une période donnée. Il y a aussi la question de la culture, on en a parlé. Hein. Le problème de l'acculturation, à la fois des professionnels mais aussi des patients. Alors souvent, en fait, les professionnels, je pense, se cachent derrière mais quand je dis à mon patient, il y a 2-3 options, il me dit mais c'est vous le docteur. Sauf qu'en fait, quel espace on laisse à nos patients pour exprimer leurs besoins, pour exprimer leurs désirs et pour prendre leur choix en étant simplement des accompagnateurs. Alors, vous le docteur et vous, madame la patiente, on est trop long. Je vous propose, afin de pouvoir laisser une expression libre, non pas aux patients dans la salle, mais aux soignants dans la salle, de passer au temps de questions. Eh bien, ça tombe très bien, Guillaume, regarde. Je vais commencer, ce qui est très mal élevé, mais je vais commencer par une question le temps que le micro circule. Ma première question, c'est l'intérêt, enfin c'est pas une question en fait, c'est un micro-témoignage. L'intérêt du groupe pluridisciplinaire entre professionnels, enfin, entre étudiants en santé, afin qu'ils puissent se rencontrer sur du long terme, moyen terme, et qu'ils puissent échanger par rapport à la situation de vie d'un patient. Et je trouve que la pluridisciplinarité en santé est pour moi une action principale. Et si on la commence au travers des études, on saura ils sauront mieux la vivre ensuite dans le cadre de leur exercice professionnel. Je vous remercie pour le fait d'avoir détaillé, je suis Muriel de Rome, je suis psychologue, d'avoir parlé de votre besoin d'utilité, je suis tout au fond, de votre besoin d'utilité, même en tant que patient. Et je crois que c'est vraiment une invitation à ne pas laisser les patients être toujours ceux qui reçoivent, mais les laisser être aussi ceux qui nous donnent, à nous soignants, quelque chose d'essentiel pour notre vie. Et ça, je crois qu'on ne le dit pas assez parce qu'on reçoit énormément. Bien sûr, parfois c'est lourd, mais souvent c'est très beau et ça renforce quelque chose dans nos propres vies. Et je crois que c'est important de développer en nous notre capacité à accueillir ce que le patient a à nous donner. C'est pas une question en fait, mais voilà, c'est un remerciement. Exactement, et ça rebondit sur ce qu'on a beaucoup échangé ensemble, et c'est Yannick qui a renforcé ma compréhension de ça. On parle beaucoup de la culture des professionnels autour du partenariat patient, mais je pense qu'il y a aussi à apprendre aux patients à devenir ces patients partenaires, parce qu'en fait, on apprend à être ceux qui reçoivent et pas forcément ceux qui peuvent donner. Et que donc il faut aussi déconstruire cette possibilité et gagner cette légitimité à pouvoir partager. Et c'est jamais vraiment facile quand on a appris des tout petits à être celui qui reçoit et celui qui doit accepter parfois aussi. Et donc à quel point il faut travailler ça aussi chez le patient pour qu'il puisse incarner véritablement ce patient acteur et pas juste être un représentant. Parfois c'est difficile de rentrer en opposition avec des amis, avec des médecins qui nous sont si utiles, avec un kiné qui ne partage pas forcément le même avis ou avec tout autre acteur, et comment c'est important de pouvoir mettre ces confrontations en co-construction
pour apprendre mieux de sa pratique personnelle et de sa pratique professionnelle. J'ai pas l'impression qu'il y a des questions. J'en avais une petite sur. Vous l'avez. Ah si, il y a une question au milieu là. La dame en rose. Ce qui est plus poli, je vais laisser la parole. Bonjour, moi je suis Martin Munchtuk. Alors j'ai le double cursus, je suis maman d'un petit garçon qui a une paralysie cérébrale et je suis infirmière. En fait, je voulais vous remercier pour votre témoignage parce que déjà ça donne de l'espoir aux parents, je pense, de voir qu'il y a des gens qui s'en sortent, de savoir que vous êtes infirmière. Je trouve ça vraiment génial. Donc merci déjà pour ce témoignage. Et après, je pense qu'il y a paralysie cérébrale et paralysie cérébrale. Après, je ne sais pas quels sont vos troubles. Mais ça aurait été intéressant aussi de savoir votre cursus. D'où vous êtes parti, d'où vous venez en fait depuis le départ, quoi. Effectivement. Il y aurait beaucoup de choses à raconter. Hein. Et nous sommes limités par le timing. Donc effectivement, vous avez raison, il y a des multiples visages de la paralysie cérébrale. Je pense qu'on en est les témoins aujourd'hui. Pour ma part, c'était... D'abord, j'ai connu le terme paralysie cérébrale bien après, parce qu'en soi, j'ai beaucoup plus entendu parler d'hémiplégie gauche, légère à modérée, qui a été plutôt compensée pendant un temps et puis qui a connu son lot de dégradation dans le temps. Mais effectivement, j'ai eu cette chance, entre guillemets, de pouvoir être plutôt adaptée en milieu ordinaire et en même temps d'être confrontée dans ce monde de l'entre-deux où finalement on n'est pas assez normal pour être du côté des personnes sans handicap et pas suffisamment handicapé pour être... voilà, donc on parle aussi, à travers mon parcours, j'aime bien parler de cet entre-deux qui n'est pas toujours facile pour trouver sa place. En tout cas, je crois que l'enjeu de chacun, c'est justement de trouver sa place, peu importe qui on est, peu importe... voilà. Je pique le micro à Rodolphe 35 secondes sur le fait de rebondir et trouver sa place. Et je pense qu'une des meilleures façons de trouver sa place, c'est d'en être en réalité créateur ou co-créateur. On ne trouve sa place en soins et en soins de rééducation que si on en devient co-créateur et responsable. Voilà, j'ai piqué 30 secondes. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je coupe même l'herbe sous le pied de M. Châtelain, je suis désolé, vous pourrez échanger après, il n'y a pas de souci. On va accueillir Ségolène Gaillard, qui nous vient tout droit de Lyon, et qui va nous parler de l'implication de l'adolescent dans la conception et la mise en œuvre de projets de recherche clinique en pédiatrie, et on sera aussi intolérable sur le temps. Je lancerai Guillaume pour vous arrêter si besoin. On vous fera signe quand il vous reste 5 minutes. Ok, c'est compris.